Bonjour à tous et merci de participer à notre webinaire. Je me présente, je suis Léa Jacquier, Content Manager chez Signaturit. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui notre premier webinaire avec pour thème comment optimiser votre recrutement grâce à une approche marketing avec notre invité spécial Franck Lapinta que je laisserai se présenter par la suite. Donc, avant ça, je souhaitais vous présenter brièvement Signaturit pour que vous puissiez comprendre qui nous sommes et pourquoi nous organisons ce webinaire. Signaturit est une entreprise technologique, un éditeur SAS, qui a été créé en 2013 à Barcelone. Donc Signaturit contribue à la digitalisation des entreprises grâce à ses solutions innovantes dans le domaine de la signature électronique, de l'envoi recommandé électronique et de l'identification électronique. Donc en fait, Signaturit permet de digitaliser et d'automatiser vos processus de gestion de contrat et de signature de documents. Voilà, donc son utilisation permet notamment aux services des ressources humaines d'accélérer et de simplifier leur processus de recrutement et de gestion du personnel. Donc nous avons décidé d'organiser ce webinaire et ceux à venir sur des thèmes liés à la digitalisation des services des ressources humaines pour vous accompagner dans votre transformation digitale à laquelle nos solutions contribuent. Voilà. Donc merci à tous de nouveau de vous être inscrits et de participer à notre webinaire. Je vais laisser maintenant la place à Franck et à sa présentation. Bon webinaire à tous. Merci, bonjour à tous. Je suis Franck Lapinta. Je vais vous parler effectivement du recrutement et du marketing appliqué au recrutement et essayer en tout cas de vous apporter quelques éléments, quelques outils, quelques pistes de réflexion pour utiliser le marketing dans le recrutement. En deux mots, donc je travaille depuis à peu près une vingtaine d'années sur ces sujets de la transformation des organisations, transformation des ressources humaines appliquées avec un fort impact sur des nouvelles technologies sur cette transformation. J'ai écrit un livre sur le sujet du marketing RH et de la transformation des RH. Puis j'anime un blog sur ce même sujet. Donc aujourd'hui, sur à peu près une demi-heure, je vais vous donner quelques éléments de contexte et quelques outils pour voir comment utiliser le marketing dans les RH et notamment dans le process de recrutement. Alors, premier élément, est-ce que le marketing et les RH, c'est soluble? Est-ce que c'est pas la carpe et le lapin? Pourquoi? Parce qu'on a tendance à considérer que le marketing, c'est de l'influence, c'est chercher à modifier les comportements des cibles dans une approche très mercantile, alors qu'à l'opposé, les RH seraient beaucoup plus humanistes. En fait, les deux sont faux, il y a du bon et du mauvais dans le marketing comme dans les RH. L'idée là du marketing RH, c'est davantage de considérer qu'on va prendre en compte les besoins, les attentes, les problématiques des cibles, et en l'occurrence, ça va être soit les collaborateurs, soit les candidats pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, et voir comment améliorer nos process, nos offres RH, en prenant en compte cette approche marketing. Le premier élément qui est important à prendre en compte et qui dépasse largement les ressources humaines, c'est le fait que finalement, on a, et j'ai appelé ça un client, collaborateur, citoyen, je pourrais même dire patient, parce que l'approche est la même dans ses relations avec son médecin. On a ce client, ce collaborateur qui est passé d'un statut de consommateur de contenu, où il était passif, à producteur de contenu. C'est-à-dire que lui-même, à travers un certain nombre d'outils que sont notamment les réseaux sociaux, a la possibilité de diffuser facilement, très largement et gratuitement des contenus. Et ce candidat devient conscient de son pouvoir de média qu'il va partager avec l'entreprise, puisque, excepté jusqu'à il y a peu de temps le courrier des lecteurs, le client ou le candidat avait peu de possibilités de s'exprimer de façon très large sur les réseaux sociaux.
Autre élément qui est à prendre en compte, c'est finalement un rejet des émetteurs traditionnels que peuvent être les entreprises, les institutionnels, et on va avoir des candidats, encore une fois, comme des consommateurs, qui vont aller chercher des émetteurs alternatifs et plutôt des personnes, des pairs. Euh, à titre d'exemple, c'est ce que vous constatez, vous, lorsque vous allez rechercher des informations par exemple sur un hôtel ou un resto sur TripAdvisor et vous vous dites bah, finalement l'émetteur traditionnel, restaurant ou hôtel a quelque chose à me vendre, donc son discours est biaisé. Pour avoir la réalité de son offre, je vais aller me renseigner sur les avis. C'est exactement la même approche qui s'installe en matière de recrutement, en matière d'attractivité pour les entreprises. Un élément aussi à prendre en compte, c'est que finalement ces candidats vont être en attente de preuves et vont vouloir que le discours qu'on va leur porter s'appuie sur de la réalité. Et enfin, dans leurs échanges avec l'entreprise et dans leur process de recrutement, ils vont vouloir pouvoir dialoguer d'égal à égal avec l'entreprise. Autant d'éléments en fait qu'il va falloir prendre en compte dans la démarche entre l'entreprise et le candidat. Je vous propose de passer au slide suivant. L'élément qui est à prendre en compte, ici, j'ai appelé ça le candidat est un individu parce que on a tendance effectivement trop souvent en matière RH à considérer qu'on a des populations qui sont très très homogènes. Alors le premier élément, c'est que pour une raison simplement juridique et c'est une raison d'équité dans le traitement des collaborateurs, le risque est finalement de considérer les collaborateurs comme des clones ou des segmentations très simples, les jeunes diplômés, les confirmés, les cadres, les non-cadres, les équipes commerciales, les équipes informatiques, etc. Et de considérer qu'à l'intérieur de ces populations, on va avoir des attentes, des besoins qui sont complètement homogènes, ce qui n'est pas du tout le cas. On va avoir des individus avant tout qui vont avoir des attentes vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de l'offre RH qui vont être très différentes. Et pour pouvoir effectivement prendre en compte ces attentes, on peut notamment travailler au travers des personas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va essayer d'imaginer, de décrire, de construire une personnalité qui va répondre à certaines typologies de nos candidats, de façon à donner une réalité à ces candidats au travers de leurs attentes, de leur comportement, de leur attente vis-à-vis de leur entreprise, de leur comportement dans la recherche d'emploi, de quel type d'informations ils vont être sensibles, quel type d'outils ils peuvent utiliser pour aller rechercher des informations sur l'entreprise, de façon après à utiliser ces éléments-là pour nourrir la réflexion dans la construction des discours notamment que l'on va faire ou les approches que l'on va initier pour les candidats et pour les toucher. Je propose qu'on passe au slide suivant. Cet élément qui est important à prendre en compte, et là je l'ai illustré avec une couverture du Time Magazine, c'est que finalement on va avoir des candidats qui sont dans une approche très très consumériste dans la recherche d'emploi et qui le seront aussi quand ils seront dans l'entreprise. Un élément qui est important et que l'on voit remonter beaucoup dans les études, c'est le fait qu'on va avoir des candidats qui sont très sensibles à leur employabilité et est-ce que finalement l'entreprise pour laquelle ils vont postuler, le poste pour lequel ils vont postuler vont leur permettre de développer leurs compétences et donc d'assurer, d'améliorer leur employabilité. C'est un élément parmi d'autres comme motivation des candidats. Ce type d'information, d'aller chercher quelles sont les motivations, les attentes des candidats pour nourrir la réflexion, vous les avez dans tout un tas d'études qui existent, par exemple les études Universum, qui tous les ans font un classement des attentes des candidats, jeunes diplômés ou confirmés, et qui vont driver leur choix d'entreprise. Donc là, un premier outil que je vous propose, qui est assez simple, qui est adaptable, qui est comment finalement on va essayer de définir des pistes pour
un territoire d'expression en matière de communication RH pour aller toucher ces candidats potentiels. Au centre de la matrice, j'ai défini 4 zones que sont l'image qu'a l'entreprise et toutes ces formes de communication, toutes ces prises de parole. Une partie qui est sur la culture, quel est finalement le modèle d'entreprise, quel est le modèle managérial, quelle est l'organisation de cette entreprise, quelle est son histoire. Une partie rétribution, très large, finalement, quels sont les modes de rétribution que propose l'entreprise au sens large, pas uniquement le salaire, mais toutes les formes de rétribution, et ça peut passer par des parcours de carrière, des mobilités facilitées, de l'intérêt dans les missions, enfin, tout ce qui aura de la valeur pour le candidat, et puis des éléments très orientés sur son travail au quotidien, son environnement de travail, les tâches qui lui sont confiées, etc. Ces quatre ces quatre éléments, effectivement, vous pouvez les adapter. Euh, Là, j'ai sélectionné les 4 là. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que ces 4 éléments, il faudra en fait les confronter à la fois aux attentes des candidats et à la fois à ce que proposent vos concurrents directs, avec à chaque fois, je l'ai indiqué, les points positifs et les points négatifs. L'objectif étant de vous appuyer sur vos points forts par rapport à vos concurrents et aussi de vous appuyer sur ces points forts. Est-ce qu'ils répondent à des attentes fortes des candidats pour structurer effectivement vos messages et votre territoire d'expression. Je vous propose, voilà, on passe au slide suivant. Là, j'ai représenté, on va avancer pour voilà, que vous ayez le visuel global. Je considère qu'on a 3 grands types de communication RH. Une première qui est une communication très opérationnelle avec un objectif plutôt à court terme et centré sur le poste, avec un objectif de sourcing. Un autre qui est à plus long terme, où on va davantage centrer le discours sur l'entreprise, avec une dimension d'attractivité plus large, bien évidemment, que simplement le poste et le sourcing. Et puis une troisième encore plus large, qui est une approche la plus corporate, où on va travailler finalement la réputation de l'entreprise. On verra un petit peu plus loin que cette dimension d'acteur responsable de la société civile devient un élément de plus en plus important dans la communication RH. Donc, c'est ces 3 éléments qui vous permettent aujourd'hui de dire est-ce que je suis en mesure de positionner mes prises de parole sur ces trois zones. Est-ce que ces 3 zones sont correctement équilibrées? Est-ce qu'elles correspondent bien, les répartitions de ces prises de parole? Alors ça peut être même en termes de budget, est-ce que la répartition dans ces 3 prises de parole correspond bien aux priorités que j'ai en matière de communication? On passe au slide suivant. Donc ici, j'ai représenté une courbe qui correspond au cycle de vie du candidat, ou en tout cas à son appétence, à son attention qu'il peut développer pendant son cycle de vie. Il va y avoir une période où il va être en veille active ou en veille plus ou moins passive. Une seconde où il sera en recherche plus active. Alors, pour être très concret, la veille active, si on prend le cas d'un jeune diplômé, il est en train de faire ses études, il n'a pas nécessairement besoin d'une information sur les offres disponibles. Par contre, on va peut-être sur cette période de veille lui donner des informations sur l'entreprise en elle-même. Lorsqu'il va passer dans sa phase de recherche active, et là son besoin va davantage être sur du court terme et sur de la recherche d'un poste, il sera beaucoup plus sensible à des informations bien sûr centrées sur le poste et sur les opportunités proposées. Lorsque, après, il aura intégré l'entreprise, a priori, il sera dans une phase beaucoup plus passive et beaucoup moins sensible à des discours de recruteurs d'entreprises potentielles. Donc là, ce sont des éléments qui vous permettent aussi de dire, bah, finalement, lorsque je vais travailler mes prises de parole, est-ce que je vais toucher des populations qui sont en veille active, en veille passive, en recherche active? Et en fonction de ça, je vais plutôt privilégier tel ou tel type de contenu. Aujourd'hui, je l'ai dit en introduction, les candidats, encore une fois, comme les clients, vont être en attente d'une relation nouvelle vis-à-vis de l'entreprise ou vis-à-vis de la marque.
Là, je partage avec vous quelques exemples qui illustrent des notions soit de proximité, soit de complicité, soit d'utilité. Et c'est ce qu'essaient de développer les marques pour finalement se rapprocher de ces candidats potentiels. Les deux exemples que je trouve intéressants, celui de KitKat où finalement on va être dans une approche utile. KitKat va finalement proposer du mobilier urbain ou plus proche des sujets qui nous concernent, Michel et Augustin, qui va proposer à certaines populations de passer, de les accompagner, de leur financer un CAP pâtissier. Donc, on se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez compris, dans une situation où l'entreprise, en tant que recruteur potentiel, était complètement maître de sa marque et des messages qui étaient diffusés, dans une approche où finalement on va davantage être dans de la réputation, c'est-à-dire que d'autres personnes que l'entreprise ou que les départements communication des entreprises vont s'exprimer sur l'entreprise, sur sa marque, sur ses produits, mais bien sûr aussi sur son offre RH. Cette différenciation entre marque et réputation, elle est d'autant plus forte sur les réseaux sociaux. On va passer au slide suivant. Léa, merci. Où finalement je vais avoir la présence que je vais avoir de mon entreprise en tant qu'employeur potentiel sur Internet. Elle va être constituée à la fois de la marque, c'est-à-dire des discours poussés par l'entreprise, et de la réputation, c'est-à-dire tout ce qui va être émis sur la marque par les collaborateurs, des candidats heureux ou malheureux à l'entreprise, ou même des personnes qui ne sont pas nécessairement légitimes. Ça se retrouve dans des outils, des sites comme par exemple comme Glassdoor, mais lorsque vous allez, et je vous invite à faire l'exercice, taper le nom de votre entreprise, vous le faites sûrement régulièrement, j'espère en tout cas, tapez le nom de votre entreprise, vous allez voir effectivement qu'il y a une partie qui concerne les messages que vous portez et une autre qui concerne des messages qui ont été émis par le grand public. Slide suivante, s'il vous plaît, Léa. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la réputation RH de l'entreprise devient un élément extrêmement important. Vous le constatez au quotidien. Aujourd'hui, les sujets sur le réchauffement climatique et la responsabilité des entreprises devient un élément très très important où la société civile finalement exige de l'entreprise qu'elle ait un comportement éthique, responsable sur des sujets qui concernent l'écologie, mais aussi les relations humaines dans l'entreprise. Donc, c'est un élément qui est extrêmement important à prendre en compte, qui va influencer bien évidemment l'image que l'on va avoir de l'entreprise et a fortiori l'attractivité que peut avoir l'entreprise auprès des candidats potentiels. Donc cette nouvelle forme de communication pour prendre en compte tous ces éléments, je l'ai illustré avec ces deux visuels. À gauche, finalement, une communication qui était très descendante, qui était uniquement à l'initiative de l'entreprise. Elle était la même pour tous. Et finalement, on avait des populations qui étaient différentes qui ne pouvaient subir que le même message. Alors qu'on a tendance aujourd'hui, et c'est plutôt vers là qu'il faut aller en matière de communication RH, de considérer finalement qu'on est moins dans de la formation descendante que dans du dialogue et dans de l'échange, où finalement on va personnaliser au maximum le message qui va être diffusé et surtout un élément qui est important, prendre en compte les demandes particulières de ces populations et faire en sorte d'instaurer un dialogue entre l'entreprise et ses candidats potentiels. Alors, bien évidemment, derrière tout ça, il y a l'utilisation des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est le canal à privilégier pour pouvoir échanger avec les candidats, mais pas que. Pourquoi c'est important d'être sur ces outils-là, au-delà aujourd'hui du nombre d'utilisateurs que vous entendez régulièrement, mais c'est un moyen, en tout cas, il y a plusieurs possibilités d'utiliser ces réseaux sociaux. Ça peut être, comme je le disais, pour dialoguer avec les candidats, mais ça peut être aussi pour discuter avec des leaders d'opinion. Ça peut
vous pouvez les utiliser pour mettre en avant des collaborateurs, pour recueillir des informations, présenter vos offres, votre offre RH, présenter vos offres d'emploi. Mais aussi, et c'est un élément qui est important, même si vous décidez de ne pas être actif sur ces réseaux ou d'être de façon très très modérée, en tout cas de les utiliser pour faire de la veille. Ce sont des excellents outils de veille et notamment une grosse partie de leurs possibilités qui sont gratuites aujourd'hui pour recueillir de l'information sur vos concurrents, sur ce que font vos concurrents, sur les attentes que peuvent avoir les candidats, des retours d'expérience sur les expériences qu'ils ont pu avoir avec votre entreprise. Un autre petit outil assez simple aussi pour définir quelques grands glaçons pour mettre en place cette stratégie de présence et de considérer. Alors, c'est circulaire et non pas linéaire, donc on peut commencer par le prendre finalement par le bout, si je puis dire, qu'on veut privilégier. On peut considérer qu'on va commencer par la définition des objectifs. Pourquoi je veux aller sur ces réseaux sociaux? Est-ce que, encore une fois, c'est dans un objectif de notoriété, de recrutement à très court terme, de développement d'une image, de mieux faire connaître des métiers, enfin, importance de définir ces objectifs, de définir à qui je veux m'adresser. Là, je vous renvoie à ce que je disais sur les personas. En fonction de ces deux premiers éléments, de dire bah, je vais définir et choisir les types de contenus qui seront les plus pertinents. Alors, c'est des contenus que je peux décider d'acheter à l'extérieur, que je peux fabriquer en interne. Peut-être que j'ai déjà en interne et que j'ai simplement besoin de les adapter un petit peu au format des outils que je vais choisir. Est-ce que je vais, seconde étape, choisir finalement de faire parler certaines personnes ou de donner la possibilité à un maximum de collaborateurs d'utiliser ces contenus et de s'exprimer? Et puis, trouver le lieu, c'est-à-dire, est-ce que je vais décider d'aller sur tel ou tel réseau social en fonction des objectifs que j'ai, en fonction des cibles, en fonction des contraintes que je peux avoir aussi. Là, j'ai voulu prendre une image un petit peu marquante pour insister sur cette dimension, encore une fois, de dialogue et de dire, ben, on était jusqu'à maintenant dans une situation où le recruteur était plutôt dans une démarche de chasseur, c'est-à-dire que d'aller très très vite trouver le candidat avec un objectif à très court terme d'identification du candidat, de conviction et de recrutement de ce candidat. Et l'image à côté illustre le fait que c'est plutôt de passer dans une autre dimension, alors que j'ai appelé ça éleveur, de dire bah, finalement, ce qu'il faut, c'est constituer des viviers de candidats potentiels, non pas avec une démarche à très très court terme de recrutement, mais une situation où on va étaler un petit peu plus la relation sur la durée, donner davantage d'informations sur l'entreprise de façon à donner envie finalement à ce candidat de nous rejoindre plus tard lorsqu'il sera dans une phase de recherche plus active et de l'accompagner, de l'alimenter, de le nourrir d'informations sur la durée. Ça veut dire finalement d'être moins dans une démarche à très court terme avec une urgence de recrutement qui va être imposée par les opérationnels, mais de l'inscrire davantage dans la durée et d'anticiper plus cette relation avec les candidats potentiels. Sur la partie de la rédaction d'une annonce de recrutement, il y a deux éléments qui sont à prendre en compte dans la rédaction de cette annonce. Alors, je vous ai mis à droite un exemple qui n'est pas nécessairement le plus heureux, où j'ai un mur de texte et il n'y a pas grand-chose qui ressort là-dedans. Il y a un élément qui est important à prendre en compte dans la rédaction. Le premier, c'est que votre offre d'emploi va être référencée. Elle va être référencée notamment sur les moteurs de recherche. Donc c'est important d'intégrer des mots-clés de façon à ce que ces mots-clés remontent lorsqu'un candidat va faire une requête. C'est un des drivers essentiels dans la rédaction du descriptif d'une offre. Le second, c'est finalement vous allez vous adresser à des êtres humains. Je vous ai donné là un exemple et c'est important
encore une fois dans le travail qui a été fait pour identifier les leviers de motivation, les attentes, les intérêts, de ne pas être uniquement dans la description et dans le rationnel, mais intégrer aussi des éléments dans l'émotion qui vont finalement donner envie aux candidats de vous rejoindre, qui vont peut-être installer cette dimension davantage de proximité que j'évoquais tout à l'heure avec KitKat ou Michel et Augustin. Un exemple pour illustrer ça très marquant, c'est celui du packaging. Euh, Aujourd'hui, le risque que l'on voit souvent, c'est que finalement les offres d'emploi, ce soit plutôt le verso du packaging. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas négliger aussi qu'il y a la première, qu'il y a la face, et qu'il y a des éléments, on ne peut pas, dans la forme et également dans les messages que l'on fait passer, il y a des choix à faire. Il y a une dimension de séduction, et dans le bon sens du terme, qui est importante. Et puis, ensuite, il y a des éléments plus factuels de réassurance et d'information qui sont à intégrer. Donc, les deux sont nécessaires. Attention à ne pas être uniquement sur le verso du packaging qui, bien évidemment, ne sera pas suffisamment attractif pour donner envie aux candidats, au moins de s'intéresser à ce que vous lui dites et après d'aller voir ce qu'il y a derrière de façon plus rationnelle et aussi plus détaillée. Un dernier élément qui est très important à prendre en compte, c'est que attention à ce que dans ce parcours du candidat, de ne pas détruire de la valeur, de détruire de la valeur à plusieurs niveaux. Au fur et à mesure que le candidat va avancer dans son parcours de recrutement, ben, vous allez bien évidemment avoir de moins en moins de contacts, mais finalement la valeur unitaire de ce contact va augmenter parce que le candidat qui a passé un premier entretien, un deuxième entretien, qui a pris le temps effectivement de postuler sur le site, va prendre de la valeur. Et plus on va avancer dans la fin du parcours, du process de recrutement, plus cette valeur va augmenter et plus il est important que le parcours soit fluide, qu'il n'y ait pas de frein, qu'il n'y ait pas de problème qui va freiner ou rebuter le candidat. Pour prendre un exemple très concret, ce qu'évoquait Léa en introduction avec voilà, des solutions de signature électronique fait que hein, fluidifier le moment de la signature du contrat peut être un moyen de ne pas créer d'insatisfaction auprès du candidat. Autre élément dans cette destruction de valeur qui est très important à prendre en compte, c'est tous les candidats qui n'ont pas été retenus. Et bien évidemment, on aura beaucoup plus de candidats qui ne seront pas retenus que de candidats retenus pour une offre d'emploi. Ces candidats-là, notamment lorsqu'on va être sur du B2C, ce sont des prospects, des clients potentiels. Donc attention aussi à ne pas travailler les candidats uniquement pour ceux qui ont été retenus, mais également travailler ceux qui n'ont pas été retenus et travailler finalement ce process de réponse négative pour ne pas euh, créer une insatisfaction auprès de ces candidats malheureux qui se répercutera dans leur comportement demain en tant que prospect ou en tant que client. Alors, pour terminer, un slide un petit peu pour remuer tout le monde, dire bah, finalement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, est-ce que ça ne demande pas d'avoir un RH ou un recruteur qui doit posséder une multitude de compétences nouvelles? Ce qui est certain, c'est que et je terminerai là-dessus, c'est que de toute façon le métier a évolué beaucoup et est encore en train d'évoluer et que il y a des compétences nouvelles qui sont indispensables à acquérir pour les recruteurs. Voilà. Je terminerai là-dessus, puisqu'on est arrivé à notre demi-heure. Et ben, je n'ai plus qu'à vous inviter à vous lancer vous-même dans cette nouvelle prise en compte du recrutement en y intégrant des RH. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je laisse le mot de la fin à Léa parce qu'il y aura peut-être des questions qui seront posées. Merci Franck pour cette présentation très intéressante. Nous allons donc maintenant passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez encore des questions, il est encore temps
de le poser dans le chat, on y répondra. Alors, première question, vous avez parlé de la signature électronique du contrat comme outil pour fluidifier le parcours du candidat. Donc voilà, selon vous, quels sont les autres éléments qui peuvent contribuer à fluidifier ce parcours? Alors le premier qui me vient à l'esprit et le plus évident, c'est au moment de postuler. Sur certains sites de recrutement, on voit encore des formulaires avec X informations à renseigner, où on demande au candidat de remplir ses expériences professionnelles, le détail de ses missions, tout son parcours académique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'accepte de moins en moins un candidat. À partir du moment où j'ai un profil, par exemple sur LinkedIn, il faut que je puisse récupérer ce profil et l'injecter dans l'outil de l'entreprise. Mais aujourd'hui, devoir ressaisir effectivement tout un parcours professionnel, c'est quelque chose qui est complètement rédhibitoire aujourd'hui. Alors, merci pour votre réponse. Nous avons une autre question d'un auditeur. Quels sont les indicateurs à suivre pour mesurer l'efficacité de son marketing RH? Alors les indicateurs, ils vont se définir, y en a plusieurs, ça va être par rapport aux objectifs que l'on va se fixer et aux actions qui vont être mises en place. Ça peut être du quantitatif ou du qualitatif. Ça peut être à partir du moment où j'ai diffusé, par exemple, des contenus sur un réseau social, ben, combien de personnes ont été touchées par ce message, combien de personnes ont répondu à mon offre d'emploi, combien de collaborateurs ont transféré un message que j'avais diffusé. Voilà, il y a tout un ensemble d'indicateurs qui sont possibles à identifier, mais c'est simplement pour objectiver, enfin, la formule n'est pas terrible, mais pour objectiver des objectifs. C'est quel est mon objectif et ben, comment je vais me rendre compte que j'ai atteint ces objectifs. C'est parce que j'aurai des critères, encore une fois, soit quanti, soit quali. Et au moment, c'est une question qui est intéressante parce qu'au moment de définir ces objectifs, c'est important que je définisse en même temps les indicateurs qui vont permettre de démontrer que j'ai atteint partiellement, bien ou pas bien, ces différents objectifs. Très bien. Donc, merci pour votre réponse. Je vois que pour le moment, il n'y a pas plus de questions. Donc, nous allons donc terminer le webinaire. Merci à tous à nouveau d'avoir participé et merci à vous, Franck. Merci à vous pour l'invitation et merci à tous pour votre participation.